Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Ravi d'être avec vous pour la deuxième année consécutive. Ça fait 2 ans maintenant que Madines a le plaisir de vous recevoir sur le Salesforce World Tour avec Salesforce, donc pour vous parler d'un sujet qui, je pense, vous intéresse. Sinon, vous ne seriez pas là. Le service client, la relation client. Comment structurer sa force de vente, comment recruter les profils associés. Plein de questions qu'on va se poser tout au long de cette journée avec différentes interventions. On a avec nous des porte-parole de Salesforce, on a avec nous des entrepreneurs pour des retours d'expérience, des profils tous aussi intéressants les uns que les autres. Alors, sans plus attendre, eh bien, je propose de laisser place à un premier sujet, un sujet assez efficace, assez incisif. Comment séduire un prospect en moins de 5 minutes ? C'est vraiment dans l'air du temps pour le coup. Plus le temps passe, plus le temps nous est compté. Le temps est vraiment devenu la denrée la plus rare. Et bien avec nos deux invités, on va s'intéresser à cette question et je vous demande de les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Merci d'accueillir Romain Cornu, le CMO de Datanas, et Alexis Andreev, RVP Sales de Salesforce. On peut les applaudir. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis, bonjour Romain. Je vais commencer par les politesses, messieurs, évidemment. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement et ce que vous faites ? Bien sûr, donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous de bon matin. J'espère que vous avez pu braver la chaleur. On attend 40 degrés aujourd'hui, c'est pas mal. Donc moi, comme l'a dit Vincent, Alexis Andreev. Donc je suis directeur commercial pour les startups et PME chez Salesforce. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de la vente. Et chez les éditeurs de logiciels, j'ai commencé ma carrière il y a bientôt une vingtaine d'années chez Business Objects, puis ensuite SAP. J'avais rejoint une boîte dernièrement, Qualtrics, et maintenant chez Salesforce. C'est très clair. Romain ? Bonjour à tous, je m'appelle Romain Cornu, je suis directeur marketing chez Datanas. Datanas, c'est une start-up d'une quinzaine de personnes. On est à Paris et on aide en fait les équipes essentiellement business développement, SDR, Head of Sales, à trouver de nouveaux prospects via des nouveaux clients, via le channel outbound, donc la prospection pure dans le dur entre guillemets. C'est notre métier, voilà. Donc double compétence aujourd'hui, à la fois entrepreneur, en tout cas dans une start-up, donc pour parler de retour d'expérience, et aussi votre métier en fait est vraiment en phase avec cette problématique. Rentrons directement dans le vif du sujet. Quand on parle de commercial, en tout cas de prospection, on a toujours tendance, en tout cas c'est votre métier aujourd'hui, à maîtriser les basiques. En tout cas on ne se lance pas quand on ne maîtrise pas les basiques. Et pour autant, quand on va voir les gens, quand on va voir les entrepreneurs qui viennent de différents métiers, très souvent ils nous disent « mais en fait je n'ai même pas ces bases ». Alors pour vous, ce serait quoi les vraies bases, on va dire le Saint Graal pour commencer et appréhender la prospection et arriver sans passer pour un nul, j'ai envie de dire. Alexis, peut-être pour commencer. Allez, alors, moi je pense que tout d'abord, il faut remettre un peu le client, le prospect au centre de la discussion. Trop souvent, enfin moi j'ai pu collaborer avec des jeunes qui tentent de tout de suite positionner leurs produits, leurs solutions, moi je. Donc je pense que la première règle, c'est vraiment de mettre le client au centre de la discussion. Et ça veut dire quoi quand on met le client au centre de la discussion? Ça veut dire qu'on doit faire de la recherche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, attirer un client, attirer un prospect et lui vendre quelque chose, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il fait, à qui on s'adresse. De plus en plus avec les réseaux sociaux, etc. On a accès à cette information, donc il faut s'en servir. Donc moi, je dirais que c'est la première chose. C'est vraiment se focaliser sur le client et pas sur ce qu'on fait soi. La deuxième chose, je pense, c'est une caractéristique de tout bon sales, c'est d'être curieux et je dirais de poser des questions. Enfin, tout simplement, c'est s'intéresser au business des gens. Et ensuite, je pense que c'est avoir une valeur de proposition, une proposition de valeur qui est claire, qui est simple, qui est impactante, qui est simple à positionner. Moi, je fais toujours l'exercice avec, je ne sais pas, quelqu'un de ma famille qui connaît rien. Donc comme ça, au moins, si c'est ce que je fais, plus ou moins, c'est gagné. Et la dernière chose, et je pense que c'est ce que chez Salesforce on fait beaucoup, c'est un peu du storytelling. C'est raconter des histoires. Voilà, on a tous grandi, on a tous eu des histoires par maman, papa, etc. Et en fait, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une belle histoire. Donc il faut savoir pouvoir expliquer à un client comment on en a aidé d'autres et comment justement on peut les aider à reproduire ce qu'on a fait chez leurs amis ou concurrents. Bon, c'est peut-être les trois choses moi
Donc ce que je retiens, c'est que le premier temps, c'est évidemment écouter, et laisser un long temps d'écoute et se renseigner. On reviendra dessus tout à l'heure, notamment avec les outils qu'on a aujourd'hui à disposition, y compris évidemment Salesforce pour structurer ce temps d'écoute. Romain? Ouais, j'aurais tendance à dire qu'en fait, effectivement, il y a une dimension connaissance du prospect qui est indispensable. En 2019, en fait, on pourrait presque discuter avec son client idéal, celui avec lequel on va générer un maximum de revenus, celui qui va être le plus enclin à comprendre le message, à utiliser ce qu'on vend, le service qu'on propose, etc. Le problème, c'est que si on ne le sait pas, au moment où on engage la discussion avec lui, on est presque mort d'avance. C'est-à-dire que pour le coup, on ne va pas adapter notre discours, notre proposition de valeur, elle va être générique, et au final, on ne va pas marquer l'esprit et on va presque ne pas se donner la chance d'aller plus loin dans l'approche. Donc effectivement, la connaissance en amont, avant même de discuter avec quelqu'un, c'est hyper important parce que ça permet du coup d'adapter ce qu'on va dire, la proposition de valeur, etc. La deuxième chose, en fait, elle est plus liée à l'attitude. Et là, je rejoins un petit peu ce que tu disais, Alexis, c'est-à-dire que un sales qui prend son téléphone pour vendre, eh ben, il va faire ce que font les call centers, c'est-à-dire 1,5-2% de conversion sur ses calls. À l'inverse de ça, un sales qui contacte quelqu'un pour engager une discussion, et auquel cas, du coup, on n'est plus dans un système de vente, on est sur un système d'échange de connaissances, de propositions de valeur ajoutée, dans quelle mesure on est ce qu'on appelle problem solver, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à vendre notre produit, on va chercher à régler la problématique de la personne. Et du coup, on va commencer à construire une première discussion autour de ça. Et au final, on n'a pas commencé à vendre, on a juste commencé à expliquer et à comprendre s'il y avait un problème, un pain, et comment on pouvait éventuellement se positionner pour le gérer derrière. Donc, la connaissance du prospect mélangée à une dimension écoute, compréhension et puis adaptation du discours fait que déjà on se donne, à mon sens, les bonnes cartouches pour démarrer une relation prospect et éventuellement une négo, un deal qui pourrait en suivre à plus ou moins long terme du coup. Quand j'écoute les mots que vous utilisez, j'ai vraiment l'impression, et c'est même plus qu'une impression, qu'on parle d'une science. Là où en fait pendant très longtemps on nous a quand même expliqué que c'était un art de vendre. On utilisait beaucoup le mot vendeur de tapis, à savoir le bon vendeur va être capable de tout vendre. C'est vraiment un art et un savoir-faire. Donc si je comprends bien, beaucoup plus que ça aujourd'hui, c'est quelque chose de scientifique qui nécessite, au-delà de l'aura, etc., un grand temps de préparation. Ouais. Là-dessus, chez Datananas, historiquement, on a une guideline qui est assez simple et qui revient à dire selling is not an art, it's a process. Sous-entendu, les sales qui chassent, il y en a de moins en moins, mais ils sont presque, au fur et à mesure des mois et des années qui passent, ils sont de plus en plus bons. En revanche, ils doivent se spécialiser, ils doivent comprendre certaines mécaniques, ils doivent faire de la recherche en amont. Et le bon vieux sales des familles d'il y a 10-15 ans qui mettait son costard et qui allait faire du porte-à-porte pratiquement sur les salons, bah, malheureusement ça marche plus vraiment, ou en tout cas quand on est dans des logiques de volume et qu'on a entre guillemets des objectifs à très court terme sur du business développement, on va pas forcément adopter ce genre de posture et on va plutôt être sur des profils de gens qui sont intéressants, curieux, qui ont de la répartie, qui sont bons vendeurs, mais qui sont surtout capables d'aller presque faire une partie du boulot du marketing. Sous-entendu, ils comprennent leur verticale, ils comprennent par quel channel passent leurs prospects, ils comprennent les enjeux qu'ils ont, et au final, ils connaissent leurs prospects avant même de discuter. Donc l'ADN du sales en lui-même, en elle-même, elle ne change pas vraiment. C'est plutôt la structure et la forme qu'on donne à son poste, son rôle au quotidien, qui, à mon sens, est primordial. Alors là, je rejoins tout à fait ce que tu dis, Romain. Pour rajouter quelque chose, c'est vrai qu'il est fini le temps où on recrutait les sales avec leur Rodolex, là, les grands machins à cartes, et on recrutait quelqu'un parce qu'il avait un carnet d'adresses. Aujourd'hui, c'est plus ça vraiment qui compte chez un sales. On a une méthodologie. Nous, par exemple, chez Salesforce, on a une vraie méthodologie, donc ça prouve que c'est plus un art, c'est une science. Après, il faut savoir implémenter votre méthodologie dans un outil tel que Salesforce ou un CRM. Nous, on a 8 étapes dans un cycle de vente, et on sait qu'à chacune des étapes, il y a certains critères, il y a certaines choses à valider.
On va pas parler de prix avec quelqu'un avant même de lui avoir montré le produit, avant d'avoir accédé à la bonne personne, avant d'avoir validé certaines étapes. Et en fait, c'est là où on se rapproche un petit peu beaucoup plus de quelque chose de scientifique plutôt qu'un art. Après, moi, j'aime bien aussi les gens qui sont créatifs et qui, après, au sein même de cette méthodologie, savent discuter. Et après, on retourne sur la curiosité, etc., d'un bon sales. La science peut être créative. Exactement. Elle est d'ailleurs en l'occurrence. J'ai une question du coup, c'est quoi ces 8 étapes, si c'est pas indiscret, et si tu peux en parler, que vous mettez en place chez Salesforce pour justement convaincre un prospect? Oui, alors on va commencer par déjà déterminer un lead, d'accord, une fois que le lead est transmis à un de nos vendeurs. Ensuite, on va le convertir ou non en opportunité en fonction de certains critères. Et ensuite, on va avancer dans le cycle de vente. Donc ça va être différentes étapes. Ça va être la découverte, le positionnement de la proposition de valeur. Ensuite, ça va être, je sais pas, la négociation, présentation, démo, négociation, prix, puis signature. Donc il y a plusieurs étapes comme ça chez Salesforce. Pour rien vous cacher, on est passé client Salesforce l'été dernier. Et du coup, on est passé par ce funnel, nous, Datananas, moi en particulier, parce que c'est moi qui prenais la décision finale. Et j'ai rarement vu, et pourtant on en consomme des logiciels SaaS, on se fait corner tous les matins, on se fait chasser, etc. Et j'ai rarement vu un process aussi basé sur la méthodologie et surtout avec des portes SaaS, quoi. C'est-à-dire que pour le coup, tant que tu n'as pas validé cette étape-là et que, entre guillemets, moi pour le coup, tant que j'ai pas fait venir le CEO de la boîte sur la démo et que le CEO il n'a pas dit pourquoi pas passons à l'étape d'après, no way de parler pricing, nombre de licences, durée d'engagement, etc. Et c'est presque parfois un peu frustrant du côté prospect parce que tu as envie d'aller, j'ai envie de dire, le plus loin possible, le plus vite possible pour être capable de prendre une décision relativement rapidement. Et en fait, tu te fais la plupart du temps freiner dans ton élan à coup de meetings, de documents, etc., etc., qui font qu'en fait, tu arrives au moment de la proposition et de la négo sur quelque chose qui est clair en termes de valeur ajoutée parce que tu as tourné comme ça autour du... Enfin, j'exagère un petit peu, mais tu tournes quand même autour du truc et de la proposition de valeur. Et quand le sales il t'envoie la propale, clairement, tu es dans la logique où il te dit bon, bah, on est d'accord, vous allez générer 3 millions d'euros avec la propale que je vous fais qui est à X euros. Donc ROI, le sujet, il est entre guillemets bouclé depuis 3 étapes, on n'y revient plus, quoi. Donc on est plus après sur la négo de durée d'engagement, nombre de licences, pack d'évolution, fonctionnalités, etc. Mais toute cette dimension en amont, en tout cas chez Salesforce, elle est tellement préparée, elle est tellement entre guillemets bordée que quand tu arrives sur la phase d'achat, et des questions, il t'en reste pas beaucoup et du coup, vous arrivez malgré tout à être sur des délais de closing. Sous-entendu, quand la propale est faite, ça met pas 3 mois, en tout cas pour des SMB, des boîtes comme nous, ça met pas 3 mois à donner un go-no-go derrière. Donc la phase amont, c'est celle qui permet derrière de commit, ce qu'on appelle commit dans le pipe, parce que du coup, on s'inspire très largement de ce que vous faites, mais ça va permettre de forecast des opportunités qui sont vraiment chaudes et sur lesquelles il y a un go-no-go rapide, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, Romain, parce que hier soir, on était à un dîner avec certains clients. Et un des clients me disait mais moi je voulais Salesforce et j'ai dit mais envoie-moi une proposition à son sales. Et il lui a dit non. Il a dit non, il lui a dit non, il faut d'abord, je vais comprendre ton métier, je veux savoir qu'est-ce que tu veux faire, je veux savoir quels sont tes enjeux, quels sont les leviers, comment on peut t'aider, quels sont les bénéfices que tu vas tirer de la solution. Non, je veux une proposition. Et donc voilà, ça rejoint ce que tu dis, Romain, c'est bien, c'est formidable. Et c'est vrai que nous, donc, on se doit et on respecte ce process parce que c'est bien simple, on peut toujours envoyer une proposition et ensuite il va y avoir du pushback de la part du prospect et ensuite il va falloir recommencer le cycle depuis le début. Donc nous, on préfère le faire qu'une seule fois plutôt que de le refaire après avoir perdu du temps au début. On en revient finalement à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est pas vraiment l'art de convaincre qui vous a séduit, mais plutôt la science des process mis en place qui ont, et en fait le point, c'est peut-être d'ailleurs un élément clé, le point c'est, et je retiens ce que tu as dit, c'est je n'avais pas de questions à la fin. Est-ce que finalement, le fait de, enfin pas de questions, très peu de questions, est-ce que finalement c'est pas aussi une des clés du succès d'arriver à convaincre bien sûr, mais aussi d'arriver de faire en sorte que ça soit clair et qu'il n'y ait pas de questions derrière? Très honnêtement,
un process qui bouge pas et qui change et qui évolue pas, c'est un process qui est presque mort d'avance. C'est-à-dire que pour le coup, je rejoins ce que tu disais, c'est-à-dire que tu as besoin de gens qui appliquent, qui vont entre guillemets à la mine, quoi, qui vont l'appliquer tous les jours le process, et tu as besoin aussi de sortir de ta bulle pour faire réfléchir les gens qui l'appliquent à comment on pourrait faire mieux, comment on pourrait aller chercher plus, comment ceci, comment cela. Et du coup, ben, là, on rentre dans une logique effectivement très proche du process créatif, etc., etc., et qui fait que, bah, au final, on cherche de l'inspiration partout. Et je sais que chez nous, en tout cas, on avait des process qui étaient ce qu'ils étaient et qui valaient ce qu'ils valaient. Et le fait de passer client Salesforce nous a fait comprendre aussi qu'on devait être encore plus strict, encore plus regardant sur certaines choses, etc. Et qu'en fait, bah, peut-être qu'on avait besoin de faire moins de bons de commande ou moins de devis à la fin dans le mois en cours pour faire tout autant de clients, si ce n'est plus, simplement en s'inspirant d'une partie de ce process-là. Donc nous, on s'est inspiré d'une partie de ce process-là et d'autres. Mais effectivement, un bon process, il évolue tout le temps, quoi. Un bon process évolue tout le temps. Alexis, quelque chose à ajouter par rapport à ça ? Non, c'est vrai qu'en fait, nous, on permet de mettre une plateforme à disposition qui est très évolutive et qui permet justement de s'adapter à la stratégie. Hein. Nous, on ne fait pas la stratégie des entreprises, justement, et c'est là le point aussi, comment, pour revenir au début, comment séduire un prospect en 5 minutes, c'est comprendre ses enjeux, qu'est-ce qui le drive, où est-ce qu'il veut aller, et nous, on va l'aider justement à transcrire cette stratégie dans un outil qui va être complètement paramétrable et flexible. Ouais. En ce qui nous concerne, c'est pour l'utilisation opérationnelle de Salesforce par rapport à ces process. Moi, j'ai été en charge du déploiement de Salesforce, donc entre guillemets, c'est moi qui ai fait le paramétrage. J'ai passé 3 mois de ma vie, donc c'était entre guillemets une expérience enrichissante parce que du coup, je passais mon temps à demander à des sales qu'est-ce qu'ils veulent, où ils veulent le bouton, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a un clic de trop, etc., etc. Mais in fine, la thématique, c'est comment séduire un prospect en 5 minutes. Et en fait, si ça te prend déjà 5 minutes d'aller chercher les infos, si ça te prend déjà 5 minutes d'aller remonter jusqu'au compte pour voir que c'est un compte que tu traînes depuis 3 ans, qui n'a jamais closé parce que c'est juste des curieux qui sont équipés de compétiteurs, etc., etc., ben en fait, tes 5 minutes, avant même d'engager la discussion, tu les as déjà consommées à rechercher de l'information. Donc il y a cette notion d'efficience qu'il faut aller chercher. Alors avec Salesforce ou d'autres outils, selon la thématique qu'on cherche à aborder, mais l'efficience, c'est quand même celle qui nous permet en 5 minutes justement d'atteindre un maximum de résultats. En parlant de temporalité, il y a quand même une nouvelle donne à prendre en compte, c'est la multiplication des canaux. Certains le voient comme une force, d'autres comme une faiblesse, ou en tout cas quelque chose de dur à aller chercher. Vous parliez tout à l'heure, Romain, ou même Alexis, de la façon dont on prospectait hier, on faisait du porte-à-porte, du phoning. Aujourd'hui, en fait, avec les plateformes en ligne, avec tous les canaux à disposition, la question que beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de CMO et beaucoup en fait, d'interlocuteurs se posent, c'est comment est-ce que j'en tire parti et je fais en sorte que ça soit une force et non une faiblesse. Alors ça, c'est une bonne question. C'est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on se disait en introduction, on peut plus se permettre de ne pas connaître ce que font nos prospects et nos clients. Il faut savoir que 64% des acheteurs ont déjà fait 50% du boulot en ligne. Donc il faut avoir vraiment une présence déjà, il faut avoir une présence en ligne, c'est peut-être pas le sujet tout de suite, mais il faut avoir une vraie présence en ligne puisque les prospects acheteurs vont déjà faire une grosse partie de ce travail en ligne. Donc moi je sais que il y a une grande plateforme sociale sur laquelle il faut clairement être présent et il faut pouvoir communiquer de manière efficace avec une proposition de valeur claire et pouvoir communiquer de manière régulière avec tout le monde sur la toile. Et donc c'est clair qu'aujourd'hui c'est plus simplement de prendre son téléphone et d'appeler, mais c'est d'avoir une vraie présence sur tous ces réseaux sociaux. C'est vrai que ça fait la différence. Moi, je demande même, alors il y a certains réseaux sociaux qui permettent d'évaluer une note de notre présence sociale. Moi, je fais attention à ce que mes sales aient une bonne note. Ça veut dire qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'ils communiquent avec les bons interlocuteurs, ils partagent du matériel qui est intéressant pour les prospects, pour les clients, et ils les aident en quelque sorte à venir engager la conversation un peu plus tard. D'un point de vue marketing, je vais être un peu plus rationnel et en fait, nous, start-up, en tout cas boîte d'une 15aine de personnes, la plus grosse erreur que j'ai fait au marketing, ça a été de vouloir lancer trop de channels en même temps.
C'est-à-dire que quand on va parler de channel marketing, on va parler clairement, dans notre cas, on fait du SaaS, on fait du logiciel, etc. On va avoir ce qui s'appelle l'inbound, c'est-à-dire le blog, l'acquisition via les contenus un peu classiques, qui fonctionne avec du SEO, du SIA, mais du coup, on est sur une logique formulaire égale qualification, nurturing, etc. On va avoir l'outbound, donc ça c'est notre métier, et c'est le fait d'aller chasser et de reacher directement les interlocuteurs qui nous intéressent. Et puis après, la vraie difficulté, c'est quand est-ce que je déploie les channels suivants. Et les channels suivants, dans notre cas, je vais vous en parler de 3. Je vais vous parler du channel événement. Donc, est-ce que c'est le bon moment d'organiser un événement? Est-ce que je dois avoir une attitude héroïste ou est-ce que je dois être plutôt sur de la brand awareness, etc. Le deuxième, c'est le channel webinar. C'est-à-dire que, ok, ça permet de faire des tirs groupés, de faire venir beaucoup de monde pour expliquer une thématique. Ok, mais ça demande de la préparation. Il y a des enjeux. Enfin, c'est un vrai channel à part entière. Et le troisième channel, c'est effectivement social au sens presque social selling. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de t'envoyer un mail au sens Gmail, G Suite, et j'ai pas besoin que tu passes par un formulaire pour obtenir quelques informations ou en tout cas 5 minutes de ton temps pour discuter. Et la plus grosse erreur qu'on a fait au début, c'est de vouloir être très bon partout. En se disant, il y a plus que 5 channels marketing, hein, évidemment, mais nous, on en avait target 5 et on s'est dit, ok, il faut qu'on soit sur les 5 et qu'on soit les meilleurs possibles sur les 5. Ça a duré 1 an, et au bout d'1 an, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas forcément mauvais, mais on n'était pas dingue. On était juste médiocre sur les 5. C'est-à-dire qu'on faisait de l'acquisition qui n'était pas mauvaise, mais pas dingo, avec des leads à moitié bons, mais rarement hyper quali et au point de pouvoir acheter tout seul. De l'autre bande, on avait des réponses tièdes. Enfin voilà, tout était un peu tempéré comme ça, parce qu'en fait, au marketing, on n'a pas des ressources illimitées non plus. On essaye d'éviter de bosser avec trop d'agences, donc on essaie de garder du savoir-faire interne. Et en fait, on a dilué du temps sur des choses qui étaient en l'état et à cette époque-là, pas rentable. Enfin, on va le dire comme ça, mais qui n'était pas rentable. Ce qui nous a obligés à faire un genre de rollback, hein, qui revient à dire, bon, ça j'arrête le temps 2, ça j'arrête le temps 2. Et l'exemple que je voulais vous prendre, c'est les messageries instantanées ou les chats en ligne. On va parler, pour en citer 3, je vais dire Crisp, Drift et Intercom. Et ça, c'est en fait le truc qui paraît miraculeux dans le sens j'installe un script sur mon site web et waouh, les mecs vont me poser des questions, je vais pouvoir répondre, etc. etc. Sauf qu'en fait, en tout cas nous, de notre propre expérience, ça nous a coupé l'herbe sous le pied de tous les autres channels. C'est-à-dire que plutôt que de passer par un formulaire, du coup on pose la question dans le chat. Plutôt que d'aller dans l'application pour déposer un ticket de support parce qu'on a une demande, on passe par le chat. Et en fait, du coup, tout le monde passait par ce chat avec des demandes plus ou moins pertinentes, à un tel point qu'on n'était pas structuré en interne et on n'avait pas suffisamment de mecs pour pouvoir gérer les demandes, les répartir sur les bons channels, etc., qu'on a fait le choix à un moment donné de dire ok, on vire cet outil de chat et on le split. Donc un outil pour le front, le site web dédié aux prospects, et auquel cas là on a des vrais prospects qui discutent avec nous, et à l'inverse, dans l'application, on a un chat avec du support. Et en fait, nous on a voulu aller assez vite sur tous ces channels dans le but d'essayer de séduire nos prospects un maximum. Sauf qu'en fait, on s'est quand même un peu dilué sur tous les channels. Et donc, on est en train de revenir un petit peu à notre essence même, qui revient à dire on doit avoir un très très bon premier échange, et on doit être problem solver le plus vite possible, et que la personne qui est en face comprenne la valeur ajoutée ou pas de notre offre dans son cas, peu importe le channel en fait au final. Mais du coup, on en a enlevé. Mécaniquement, du coup, on reste focalisé quand même un peu sur l'inbound, sur l'outbound. On fait quelques webinars, mais on évite d'aller cartonner tous les channels en même temps parce qu'on n'a pas les ressources internes et puis qu'on n'est pas encore structuré en termes de messages pour pouvoir envoyer, j'ai envie de dire, la sauce sur tous les, dans tous les tuyaux, quoi. Ok. Alexis ? Alors moi j'ai dit un petit peu, mais je rejoins, je vois l'expertise de direction marketing. Moi je suis beaucoup plus orienté sales, donc moi je fais en sorte que mes sales ils aient ce qu'on appelle du business acumen et que ça transpire sur les réseaux sociaux et qu'ils puissent commencer à communiquer leur expertise à propos de nos produits, de nos clients, savoir comment on aide ces clients, les inviter à différents types
voilà, d'événements type webinar, type événements comme Salesforce, etc. Mais être sûr qu'ils sont au fait de l'actualité. Parce qu'après tout, voilà, on a tous une certaine bande passante. Et en gros, c'est celui qui prendra la plus grosse bande passante, je dirais. Donc c'est vraiment être présent, mais pas ennuyer les gens. Donc il faut justement aller les attaquer avec le bon contenu au bon moment. Voilà, donc si c'est quelqu'un qui fonctionne, et l'email fonctionne encore beaucoup, il faut être très très précis sur ce qu'on va dire et comment on va le dire. Être précis, et pour revenir sur ce que disait Romain, de ce que je comprends, il faut aussi être focus. Focus ne veut pas dire se disperser dans tous les sens et décider après, mais être focus. Il y a une notion assez importante, c'est celle des objections, qui je trouve va un peu de pair avec celle de choisir un peu ses combats. Parlez-nous des objections et justement de cette importance de savoir dire non aussi, pour pouvoir derrière au final avoir un oui, ou en tout cas des oui qualifiés. Ah bah alors ça, nous on est formés à dire non, donc je pense c'est essentiel de dire non, ça engage la discussion, ça permet de pousser un petit peu plus loin la curiosité. On a tous, moi je reprends toujours des exemples d'enfance, hein. Voilà, les premières choses qu'on veut faire, c'est celles auxquelles on a eu un non justement, donc on essaye de comprendre pourquoi non. Et donc si vous engagez avec une société qui vous dit oui à tout, à la fin lors de la signature, vous aurez, je pense qu'on a toujours une frustration, on se dit il y a quelque chose que j'ai pas eu, le gars il a dit oui à tout, donc j'aurais pu avoir encore plus, quoi. Donc je pense que c'est essentiel de dire non, mais de comprendre voilà pourquoi, quel est le pourquoi derrière, et pourquoi j'ai dit non, et voilà, nous on forme beaucoup nos sales à ce qu'on appelle handling objection. Donc voilà, et comment justement rebondir sur un non du client ou non des deux parties, hein. Ouais, un non c'est constructif autant qu'un oui en fait. C'est-à-dire que pour le coup, il faut être capable de savoir dire non pour savoir dire oui après. Mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire qu'on est à l'heure de la transparence. Il y a encore 5-10 ans, on pouvait raconter ce qu'on veut à des publics pas très matures qui, au final, finissaient par croire plus ou moins ce qu'on leur disait avec des coups de brand awareness dans tous les sens, histoire que ça matche. Et au final, on en est plutôt, à l'heure actuelle, à la prise de conscience avant achat et où on se doit de dire... Ça, je sais faire, je le fais très bien, je peux vous aider et ça va vous coûter tant, ou en tout cas, vous pourrez espérer tel ROI de cette action. En revanche, ça, ce que vous me demandez de faire, non, je ne le ferai pas dans votre abonnement ou dans ces termes-là. Ou à l'inverse, au-delà du non, je connais quelqu'un ou je peux vous mettre en relation avec quelqu'un qui est spécialisé. Et j'ai bossé en agence, j'ai monté une agence et en fait, je me suis rendu compte que les gens qui gardaient le plus de crédit, c'est-à-dire ceux qui me disaient merci pour ton conseil, discussion très intéressante, etc. C'est en fait des gens à qui j'ai rarement vendu un truc. C'est des gens à qui j'ai dit non mais moi je bosserai pas pour toi parce que soit j'ai pas le temps, soit ton budget il correspond pas à ce qu'on peut faire ensemble, soit clairement je serai pas assez compétent par rapport à la thématique ultra précise et au challenge growth que tu as à relever. Et au final, la personne qui est en face va nous dire, et c'est un peu l'heure des podcasts, de tout ce transfert d'expertise qui a lieu un petit peu partout, mais qui revient à dire, moi je suis spécialisé, je peux te mettre en relation avec la bonne personne, je suis franc, je suis transparent, et tu auras du coup un souvenir de ce que je fais et de ma personne qui sera, en tout cas positif, plus que celui qui dit oui, 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 et qui, évidemment, s'il se plante à la fin, c'est le worst case scénario, mais s'il le fait même à moitié, ça sera quand même pas la satisfaction cliente la plus intéressante et le meilleur des deals, quoi, au final. Bien sûr. Alexis ? Moi, je suis complètement aligné. C'est ce que j'ai dit. Je pense que voilà, une discussion, elle est basée sur des échanges, et donc il faut argumenter, il faut savoir prendre un non, il faut savoir dire non, et c'est ce qui permet ensuite d'avoir la solution qui répond à nos attentes, à nos besoins, et on a fait un bout de chemin ensemble. La prospection, on en parlait, on le qualifie en tout cas d'une science. La science, ça s'apprend notamment à l'école. Et pour autant, prospecter, en fait, il faut le vivre. Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises ou pas mal de collaborateurs, notamment de start-up, qui arrivent, qui reviennent de rendez-vous en disant c'est super, on va le signer, c'est génial, et qui derrière se prennent un refus, un non catégorique. Du coup, ma question, elle est très simple, mais en même temps compliquée. Comment est-ce qu'on sait, lorsque l'on a séduit un prospect ? Comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de déterminer si le prospect il a été séduit ou pas ? Alors, moi j'en ai un en fait,
Comme ça, c'est simple. Hein. Ouais, comme ça, au moins, on repart avec quelque chose, plutôt qu'une liste de courses. Moi, je pense qu'un client ou un prospect, il est séduit lorsqu'il donne de son temps. En fait, il n'y a rien de plus précieux que le temps, surtout pour aujourd'hui dans des petites organisations, start-up, PME avec lesquelles on travaille. Moi, je sais que quand on est patron d'une boîte, on n'a pas le temps. Donc, à partir du moment où cette personne, elle me donne le temps de prolonger la discussion, de prolonger l'échange et de mettre à disposition certaines de ses ressources qui lui coûtent très très cher pour pouvoir discuter avec nous, bah là, je sais que c'est gagné. Voilà. Simple. Et moi, je vais faire rationnel en mode marketing et je vais plutôt dire qu'en fait, séduire, au final, séduire, ça veut tout et rien dire. Dans le sens où il y a toujours un objectif. Il y a toujours un objectif. C'est un peu comme dans la vraie vie, quand on cherche à séduire quelqu'un, on ne cherche pas directement à lui passer la bague au doigt et à lui faire 3 enfants. On se dit que le premier objectif pourrait être, selon le contexte et selon l'endroit, selon le momentum, si je suis à un mariage et que je regarde au fond de la salle et que quelqu'un me plaît, l'objectif c'est peut-être au moins d'arriver à discuter 5 minutes pour savoir un petit peu ce qu'elle fait dans sa vie, etc., etc. Alors que je suis censé le savoir quand même un petit peu en amont. Au final, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que quand on va être sur des assets très sales, sur des profils très sales avec quelque chose de bien brandé au marketing, etc., l'objectif d'un sales de chez Salesforce, effectivement, c'est d'arriver à prendre son prospect et de lui prendre une demi-heure pour aller plus loin. Et à l'inverse de ça, on pourrait aussi dire que sur un salon, par exemple aujourd'hui, moi mon objectif, c'est de discuter avec un maximum de monde. C'est ça mon objectif. Et ma conversion, est-ce que j'y arrive ou pas ? Ce sera tout simplement le nombre de personnes que j'aurais ajouté dans mon réseau LinkedIn à l'issue de ce salon. Donc en fait, on remet en perspective le momentum, le channel, l'objectif, et on essaye de se donner des objectifs mesurables, quoi, en se disant, je me doute bien qu'à part avec des techniques très limites, je peux pas récolter 500 nouvelles connexions. Mais par contre, si j'en ai 10, et que les 10 sont suffisamment intéressants pour que derrière on puisse aller prendre un café ensemble, discuter, organiser une démo, regarder quels sont ses enjeux actuels, comment éventuellement Datananas peut y répondre, est-ce qu'on peut challenger un compétiteur, etc., etc. Au final, j'ai eu 10 discussions qualifiées. Et moi, je vais estimer, à mon humble échelle de marketeur, du coup, que l'opération et séduction est réussie, là où un sales va plus avoir la notion de proposal sent, tu vois. Je suis d'accord. Et moi, j'ajouterais presque de mon côté aussi, c'est oui, prendre le temps du client, du prospect, mais aussi faire en sorte que cette personne, elle travaille pour vous. C'est-à-dire que moi, je ne donne pas, j'échange. Et si je vais voir quelqu'un, je vais lui donner des choses à faire. Et je sais que si cette personne, elle fait ces choses-là, ça veut dire que effectivement, elle est engagée, elle va faire du travail, elle va faire des choses. Si elle fait rien, ça peut peut-être même pas la peine de continuer la discussion. On se rapproche de la fin, messieurs. On a passé 30 minutes ensemble. Si on devait résumer 30 minutes en 30 secondes, comment séduire un prospect en 5 minutes en 2-3 mots-clés chacun? Exercice très difficile, mais important. Moi, je vais reprendre ce que j'ai dit au début. En fait, je veux dire vraiment, il faut mettre le client au centre du débat. Il faut mettre le client au centre de débat, savoir ce qu'ils font, savoir ce que fait cette personne, être curieux et avoir une proposition de valeur simple et pouvoir lui raconter une belle histoire. Ouais, moi 3 mots, je dirais connaissance en amont, effectivement, donc connaissance amont du prospect ou du client. Channel, clairement, ça c'est le point de passage entre les deux, c'est-à-dire qu'on ne discute pas de la même manière par email, par téléphone, sur LinkedIn ou dans un chat, donc le channel. Et la troisième chose, c'est quel est l'objectif de conversion ? Dans quelle mesure je dis que je peux me dire que j'ai atteint mon objectif ou pas ? Et du coup, en fonction de la maturité du prospect, adapter sur une échelle le niveau de maturité et l'objectif qu'on souhaite en tirer. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cette ouverture. Et merci à toi, Vincent. Très bonne journée. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Merci à tous. Merci d'être avec nous. Et on se retrouve dans 5-10 petites minutes pour un prochain échange. Comment j'ai réussi à scaler sans faire exploser mes coûts d'acquisition. Voilà, à tout de suite. Et merci encore à tous les deux. Merci. Merci à tous.